Durant l'année 1986, notre cher Nicolas Cage tournera dans un film qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire en voyant l'affiche, ne parle pas d'un karatéka, mais d'un véritable héros de cette belle contrée qui est maintenant ma terre d'adoption, le Canada. Bienvenue dans Citizen Cage. Cop car! Uh-huh. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it. What? I'm gonna steal the Declaration of Independence. Put the bunny back in the box. I'd like to take his face off. Bonjour, je suis votre hôte Alexis Duclos et j'ai le plaisir d'accueillir mon cher Julien Asunsao. Salut Julien. Bien le bonjour. Vous écoutez Citizen Cage, le podcast dans lequel deux gars ont décidé de regarder les 90 films et plus de Nicolas Cage pour vous épargner d'avoir à le faire. Et accrochez-vous, parce que cette fois, c'est The Boy in Blue. On sort un petit peu des contrées des États-Unis, on part un petit peu des voisins canadiens, donc c'est ça, Boy in Blue, un film canadien de 1986, donc 2 ans après son précédent film, réalisé par Charles Jarraud, ou Jarrott, je sais pas, Jarraud c'est un peu moins moche peut-être, avec Cynthia Dale, Christopher Plummer, et puis bien sûr Nicolas Cage dans les rôles principaux. Donc pour vous faire un petit résumé, j'ai découvert ce résumé en préparant l'émission, et du coup je vous avoue qu'il m'a fait un peu rire. Ce film retrace donc la carrière de Ned Allan, un célèbre rameur canadien du 19e siècle, qui fut le premier à utiliser un siège mobile monté sur un chariot coulissant. Et donc du coup il a pu augmenter l'amplitude de l'aviron et puis de se servir de la poussée de ses jambes. Donc on a un biopic au final sur voilà, un célèbre rameur canadien, j'imagine que tu connaissais évidemment. Ouais, non. Non, tu connais pas Ned Allan? Je vis au Québec, ça veut pas dire que je sais absolument rien sur leur culture. Je suis vraiment à chier là-dessus. Ce serait peut-être bien que je commence à m'en préoccuper à un moment. Toutes les rues ne portent pas son nom là-bas? Le Square Ned Allan? J'en ai aucune idée. Je demanderai à mes amis, on verra s'ils le connaissent, on verra bien. D'accord, tu n'as aucune valeur ajoutée à cette émission du coup. Pas là, pas pour l'instant, mais peut-être après qu'on a vu le film, peut-être que j'aurai eu le temps de demander à mes amis. Donc pour vous rappeler chez vous, pour les auditeurs, on enregistre l'intro toujours avant d'avoir vu le film, ou alors avant de le revoir si jamais on l'a déjà vu. Alors je pense que c'est vraiment pas un gros stretch de dire que je pense que tu l'as pas vu non plus. Non, je ne l'ai pas vu. Voilà. Donc on a absolument pas vu ce film The Boy in Blue. Et mais à quoi tu t'attends? Qu'est-ce que tu t'en penses, juste basé sur ce que t'as pu lire à droite à gauche de ce film-là? Alors en vrai, moi je sais que j'ai un petit dès qu'il y a un biopic, généralement même si c'est nul, j'aime bien. Donc du coup, il part avec un petit bonus là, sachant ça. Ah. Bon, s'il est vraiment très mauvais, ça va peut-être pas suffire, mais c'est vrai que j'ai un truc pour les biopics. Généralement, c'est le genre de trucs qui me plaisent bien. Bon, après, généralement, c'est pas des biopics sur des rameurs, donc on verra. Mais à part ça et le fait qu'il y a une des deux affiches qui est assez incroyable, où on voit juste Nicolas Cage avec un bandeau bleu et le corps suant. Moi, je suis désolé, mais c'est cette affiche qui me faisait justement penser que c'était un film sur un mec qui faisait du karaté. Et je suis extrêmement déçu. Je pars déjà avec ce malus-là de savoir que ce n'est absolument pas un film sur un mec qui fait du karaté. J'aurais adoré voir Nicolas Cage essayer de faire du karaté. C'est un peu Karate Kid, sauf que là-bas, ils font pas de karaté, ils font de l'aviron, donc... C'est tout, hein. Et maintenant, tu viens de me mettre une image dans la tête, j'espère que le film, c'est vraiment ça. Ah bah oui, j'espère qu'il y a une scène où il doit attraper une mouche avec des pagaies d'aviron. Monsieur Miyagi. Ah bon. Avec un vieux maître canadien. Un vieux maître canadien. Dans le froid par moins 60. Bah écoute, je pense qu'on n'a pas grand chose de plus à dire. Non. Puis je te propose d'aller voir le film, puis on se retrouve juste après. Allez, ça marche, on fait ça. Allez, à tout de suite. It's Bill! Knox's men are beating him up! Oh, that bastard, Knox. Ted,
please. Oh, here we go again. Et on est de retour pour The Boy in Blue. La race des champions, titre québécois. La race des champions. Il fallait le placer parce que là on est quand même on est sur un film canadien, il faut faire hommage à leur volonté de maintenir la langue française. On n'est pas sur un film québécois, sur un film canadien. Il y a un Québécois qui a travaillé dessus, c'est le gars qui a fait la photographie, Monsieur Pierre Mignot. Bah c'est l'homme le plus important. Ah bah oui, attends, il a travaillé sur Crazy, là. On sait que c'est quand même pas n'importe qui, là. D'ailleurs, je pense aussi que c'est aussi une des meilleures choses du film, la photographie. Bon, on en reparlera plus tard. On va en parler au fur et à mesure là, donc on va attaquer le déroulé. On va attaquer le déroulé et je préfère vous prévenir, comme toujours, il y aura des spoilers. Donc si vous avez jamais vu le film et vous avez envie de regarder le film, je vous conseille de voir le film avant. En même temps, tout le monde connaît la vie de Ned Harlan. Donc, tout le monde connaît, ouais c'est vrai. Il n'y aura pas de surprise pour vous. C'est le domaine public, donc tout le monde sait là. Et bien sûr, une fois de plus, on vous rappelle, ce film ne parle absolument pas de karaté. Mais alors absolument pas, et pourtant j'y ai cru jusqu'au bout. Tout de suite parler de la fin, mais il y a quelques petits moments de karaté quand même. Il y a des moments de baston, il n'y a pas des moments de karaté. Et il y a un vieux maître canadien. C'est vrai qu'on avait dit ça dans l'intro. On va commencer par le début en premier, et on attaque dans le vif du sujet en fait. On est tout de suite, on voit tout de suite une course. Attends, moi je veux revenir sur un truc parce que c'est la chose sur laquelle personne ne devrait avoir le droit de faire ça à part Star Wars, parce qu'on commence sur un texte qui défile sur l'écran. Et ça déjà chez moi dans mon livre du cinéma, c'est que tu commences mal, même si c'est pour expliquer que dans le temps tous les gens aimaient plus l'aviron que le baseball. Surtout que ça sert à rien. C'est ça, on s'en fout là. C'est pas grave que les gens aiment plus l'aviron que le baseball. Enfin bref, continue. Ouais. Non, c'est vrai que là généralement c'est quand t'as un petit encart comme ça en début de film, c'est que, ou même en fin de film, c'est que t'as été un petit peu trop paresseux et que t'es pas capable de l'exprimer dans ton film. Montre-le, ne le dis pas. Voilà. En fait, au final, tu le sens même pas forcément que l'aviron est si important que ça, mais c'est pas très grave. Donc, tant que c'est important pour quelques personnes, ça suffisait à justifier le film. Donc voilà, on a l'impression qu'ils ont un peu besoin de se justifier. Donc voilà, on fait la connaissance de Ned Harlan, donc joué par Nicolas Cage, et qui sera notre héros tout au long du film, dont le film parle de sa vie au final. Et donc il est en pleine course d'aviron. Vu qu'une fois encore, c'est bien le thème du film, hein. Ouais. C'est là pour de vrai. C'est vraiment à se demander pourquoi ils ont mis cet encart, vraiment. Genre, la première image du film, c'est Nick Cage en train de faire de l'aviron. Ça va, on n'allait pas assumer que le film, ça allait être sur un jardinier, quoi. Enfin, mais bon, bref. Donc, il est dans une course et il tombe avec un adversaire qui est Bill McCoy et qui triche. Mais on voit que Ned, il est super fort parce qu'il gagne quand même sur une musique de Rocky. C'était tellement bizarre, hein. Sur une musique, ouais, le fond de musique super stressant pour rien parce qu'il y a aucun stake sur le. C'était genre le mec, il lui met la pine à l'autre, mais genre sans faire aucun effort. Je sais pas si c'est juste Cage qui a décidé de le jouer comme ça là, mais t'as l'impression qu'il force pas du tout. Oui. Et il lui met au moins 2 bateaux d'écart là de différence. Il y va, il s'en fout. Et juste derrière, ouais, t'as cette musique super stressante en mode il faut qu'il le rattrape, mais on sait pas. Il le rattrape en 2 secondes. Il y a aucune tension. C'est vraiment bizarre comme entrée en matière là. Ça m'a. Enfin bon, il gagne. Et en plus, juste après, on comprend que c'est aussi un alcoolique parce qu'il a déjà une bouteille de pinard dans son bateau qu'il boit directement à partir du bateau après avoir gagné. Ouais, mais c'était la bonne époque, ça. C'était l'époque de la prohibition, donc déjà, je pense pas que t'aies le droit. Et ensuite, je pense pas que genre c'est une bonne idée de boire du pinard devant tout le monde. Mais bon. Mais il fait ce qu'il veut. Quand t'es trop fort à l'aviron, tu fais ce que tu veux, c'est tout. Tu fais de l'aviron et t'es canadien, tu bois. Ok,
Ouais, bon. Je vais pas revenir là-dessus. Et finalement, on coupe et il est en train de faire la fête chez lui dans une espèce de bâtiment grange que je trouve quand même assez cool pour l'époque, là. Parce qu'il peut qui est directement à côté à l'eau, il peut arriver en bateau, donc on le voit arriver en bateau, il parle à ses potes, il est heureux. Et là, il y a un gars qui vient lui parler, donc c'est Bill, qui va devenir un peu important plus tard. Le tricheur. Bill le tricheur, qui vient lui parler en lui disant, bah écoute, t'as vraiment la classe, t'es vraiment cool, est-ce que t'as besoin d'un manager? Puis bah, l'autre lui dit, bah non. J'en ai pas besoin, j'ai pas besoin d'argent, parce que je suis un bootlegger en fait. Je vends de l'alcool aux gens, donc bah, il lui dit littéralement juste d'aller se faire voir. Et c'est là qu'on se rend compte d'une des premières choses les plus bizarres. Bah, en fait, surtout pour moi, peut-être que toi tu l'as pas remarqué, mais moi je le remarque beaucoup là, c'est que Nicolas Cage fait absolument aucun effort pour être canadien. Mais alors zéro là. Et il a pas d'accent. Pourtant, lui qui adore faire des accents tout le temps, là il en a pas un seul. Même pas un petit « et » à la fin d'une phrase, là. Rien. Il y a pas d'effort. Ça va énerver tout le film, là. Oui, effectivement, ça m'a moins marqué. J'ai pas trop fait gaffe. Effectivement, j'ai remarqué qu'il parlait normalement, en fait. Mais... C'est ça qui est bizarre, c'est que... Parce que le film se passe à moitié au Canada et à moitié aux États-Unis, et en fait, quand il est aux États-Unis, t'as juste l'impression qu'il est dans son élément. Puis t'es juste genre, non, ça marche pas comme ça. En même temps, j'ai l'impression que personne n'a un accent. Non, personne n'a un accent, en fait. La police en a un peu, le vieux en a un peu aussi, qu'on reviendra plus tard, mais... Ouais, mais les vieux, ils ont toujours un accent, c'est ça, c'est un truc de vieux. Quand tu seras vieux, t'auras un accent, toi aussi. Quand je marche dans la rue, je l'entends, là, je veux dire... Et je suis juste à Montréal, il n'y a pas tant d'anglophones ici, et pourtant, ils ont un accent, quoi. Enfin... Ouais, mais ils sont tous vieux. Non. Ah, bon, ça marche pas. Ta théorie n'est pas bonne, Julien. Enfin, bon, pour revenir sur le film, donc il décide de partir en plein milieu de sa propre fête, laisser les gens là, et il part avec une caisse d'alcool pour aller... livrer de l'alcool en bateau, parce qu'apparemment il se déplace juste en bateau. C'est ça, il a reçu une livraison, en fait, il sur son application, là, il a reçu donc c'est un peu c'est un Deliveroo de l'alcool, donc là il a reçu, donc il a mis son petit GPS et ça y est, il part, hein, de toute façon. Uber Eats des années, 60. Uber Drink. Là il part livrer sa caisse, il est tout content, et il se retrouve dans un endroit où il va se faire lyncher. Il y a littéralement des gens qui l'attendent avec des torches. Puis en fait, on se rend compte que c'est la police qui veulent l'arrêter parce que la police et un prêtre qui veulent l'arrêter parce que ils vendent de l'alcool et qu'il n'a pas le droit et que c'est un péché contre Dieu. Donc il s'enfuit en bateau. Il arrive à pousser des gars de la police qui sont là en bateau aussi. On le voit qu'il est super fort. Puis une fois de plus, il s'enfuit sans faire aucun effort, là. C'est pas un struggle pour lui de faire ça, donc bon, tout va bien. Ouais, c'était une course-poursuite très, très rapide, là. Après, ça m'a fait un peu penser à... on a Ned qui fait des courses et en même temps il a des activités illégales. C'est un peu le Fast and Furious de l'aviron. Ah ouais, c'est vrai. Ses ennuis avec la police ne sont pas terminés parce que on a une scène suivante où cette fois c'est les policiers qui débarquent chez lui. C'est ça, chez lui. Pendant qu'il est en train de coucher de manière très bizarre avec sa copine. Il est en train de détruire le lit avec sa copine. En fait, ils sont tous les deux habillés. Il y en a un qui est posé sur l'autre. Et puis ils bougent un peu. C'est ça. Et puis violemment, là, je sais pas, ça a pas l'air agréable non plus, là. Mais... je sais pas, elle a l'air kiffé, mais... Je comprends pas trop pourquoi. Et là, il y a vraiment une des blagues que je trouve la plus drôle de tout le film, c'est que genre, il y a la police qui est dehors, il y a deux policiers et un prêtre. Puis t'as un des deux policiers qui regarde l'autre et qui fait « Est-ce qu'on devrait les laisser finir ?» Puis t'as le prêtre qui est genre « Non, c'est déjà des pêcheurs avec l'alcool, on va pas en plus les laisser forniquer hors mariage. » Alors qu'ils en avaient vraiment pas pour longtemps, c'est dommage. Ils ont quand même le temps de finir du coup, quoi qu'il arrive. mais ils sont si gentils, la police au Canada, tout le monde sait ça. Et mais bon, au final, la police finit par rentrer et le gars s'enfuit carrément en sautant du 2e étage
de sa maison directement dans l'eau. Oui, heureusement qu'il y avait de l'eau en dessous, parce que sinon... Et comme par hasard, étonnamment, il y a Monsieur Bill qui attend là dans un bateau et qui lui dit bah vas-y maintenant rame et rattrape le bateau à vapeur qui est là-bas. Et ça c'est pareil, ça m'a énervé, c'est genre parce que t'as Nicolas Cage qui est genre ouais c'est un bateau à vapeur, je peux pas rattraper ça va plus vite que moi. On coupe, ils sont sur le bateau, puis t'es genre et pareil, toujours pas d'effort, on le voit pas faire d'effort, puis il a pas l'air fatigué du tout, il est juste torse nu. Et finalement, il se rend compte que c'est Monsieur Bill qui a envoyé la police pour l'arrêter, c'est lui qui l'a set up finalement, pour la simple et bonne raison qu'il veut absolument emmener Cage à Philadelphia pour faire une course. Et apparemment, tout ce qui suffit pour faire en sorte que ces deux-là deviennent des amis, c'est faire une blague sur la copine de Nick Cage en disant je comprends pas qu'est-ce qu'elle te trouve, et l'autre il fait comme toi un talent inné, puis se mettre à rigoler et ça y est c'est deux bons potes, puis j'ai pas compris. Et parce qu'en plus il a l'air con et il a l'air surtout pas canadien du tout. Et je vais revenir là-dessus mais souvent. Et soudainement on se retrouve à... Il va être bien cet épisode. Il va être génial. Et on se retrouve à Philadelphie. Il y a plein de gens qui se rassemblent pour une espèce de genre fête foraine ou je sais pas quoi, un centenaire, ce genre de choses là. Ouais, j'ai mis fête foraine. Fête foraine, puis il y a des gens... Ça me semble bien. Et on voit des gens qui se préparent justement à faire du rameur. Et on voit Nicolas Cage dans un ensemble fort saillant, avec sa petite casquette, son costume rayé marron. Vraiment nice. En plus, on dirait un gamin dans la fête foraine. Ah oui. Il est refait parce qu'il y a des sifflets à vapeur qui jouent de la musique et qu'il y a une montgolfière. Ah oui, non, il s'éclate comme un fou. Hein. Pendant ce temps, t'as Bill qui essaie de trouver un bateau parce que le mec il a très mal organisé son truc. Il s'est décidé au dernier moment qu'il allait faire ça, donc il lui faut un bateau. Et ils vont avoir la plus grande chance possible, quoi. Il tombe sur le fameux vieux maître canadien qui était dans le hangar juste à côté, et il se trouve qu'il avait un bateau totalement révolutionnaire avec un siège qui bouge. Ils ont quand même beaucoup de chance. Hein. Ouais, non, c'est ça, ils trouvent le vieux comme ça par hasard. Le gars, il a inventé un truc révolutionnaire. Et le gars, il fait je le vends pas, je le loue. Puis si vous voulez l'essayer, vous allez voir, personne veut l'essayer parce que c'est trop dangereux. Puis voilà. Tout le monde se fout sa gueule. Ouais. Ça, et Cage est genre, moi je vais l'essayer, j'en ai rien à foutre. Donc il essaye le bateau, il se pète la gueule, mais il continue, et puis finalement, ça marche bien, il pète la classe, il est refait. Et là, soudainement, on fait une petite ellipse au lendemain matin, et là, il y a un autre personnage qui rentre en scène, qui s'appelle Knox, et qui est joué par Christopher Plummer. Christopher Plummer qui pète la classe, mais moyen. Comme d'habitude. Voilà, comme tout le temps. Et donc, on voit Christopher Plummer qui se ramène et qui discute apparemment de paris avec un autre gars. Bon. Et là, on apprend que Bill vient de parier une tonne de cash sur Nicolas Cage, et il lui fait un petit cadeau, et il lui offre un t-shirt bleu enfant, genre bleu clair, baby blue en anglais, blue, qu'il aime pas vraiment, et parce qu'il trouve que ça fait un peu fancy, et que c'est pas son genre, quoi. Parce que monsieur Nicolas Cage est une personne plus... on va dire de la middle class, voire même presque low class, et il est entouré de gens qui sont un peu plus haute classe, et lui il aime pas ça. Oui, c'est ça. Au final, je sais pas si c'était déjà le cas à l'époque, mais c'est vrai quand on pense à l'aviron, on pense quand même plutôt forcément à un sport un peu de riche, parce qu'il y a cette image avec les grandes écoles, les choses comme ça. Donc il dénote un petit peu par rapport à ces gens-là. C'est ça. Puis finalement, on coupe et on a de retour début de
de course et on voit que Nick Cage Sur la phase de qualification. voilà, on voit que Nick Cage n'est pas si à l'aise que ça sur son bateau avec son siège qui recule. Donc la course commence pas super bien. On voit pas la fin de la course, ça coupe et on voit Bill qui vient parler au vieux qui s'était plus ou moins enfui en milieu de course parce qu'il avait peur de se faire ridiculiser. Et Bill arrive et lui pose une liasse de billets. D'ailleurs, j'ai pas compris parce que c'est juste $50, mais on dirait qu'il lui pose genre une liasse de 37 billets, là. C'est que des billets de 1, peut-être. Et il lui dit, ça c'est $50 pour louer le bateau demain, parce que finalement, Ned est arrivé deuxième, donc il est qualifié pour la course. Ouais, improbable cette scène. Ouais, c'est un peu bizarre, hein. C'est vraiment très très bizarre. Ça commence, on le voit galérer et en fait il monte pas du tout la course, ça coupe et le mec il fait il est deuxième. En plus, je pense que c'est le seul moment de tout le film qu'on le voit galérer, là. Moi j'y croyais pas en fait. Quand il vient et qu'il lui dit qu'il est deuxième, je pensais que c'était une astuce, une arnaque ou je sais pas quoi, mais vu qu'ils l'ont pas montré, je me suis dit il y a forcément un truc. S'ils l'ont pas montré, c'est qu'il y a une raison. Et en fait non, il a vraiment fini deuxième. C'est juste qu'ils avaient la flemme de le filmer. Juste un montage bizarre, ouais. C'était un peu étrange, mais bon, finalement, ok, voilà, il est arrivé deuxième. Et ils finissent par aller faire la fête dans le bar du coin, avec le vieux et Bill. Voilà, on a la Dream Team là qui s'est montée. C'est ça. Et là, soudainement, il y a des gars qui payent une bière à Ned. Et il y a un journaliste qui vient leur parler, donc il va lui dire maintenant vous avez apparemment un surnom, on vous appelle The Boy in Blue à cause de ton t-shirt bleu. L'autre est pas super heureux, mais bon. Ouais, il y a un peu plus classe comme comme surnom, c'est sûr. C'est vraiment pas très original. Ouais, c'est le mec en bleu là. C'est surtout parce que c'est vraiment le seul à être en bleu, quoi. Je trouve ça vraiment très bizarre. C'est que personne aime cette couleur ou voilà. Je sais pas, mais en tout cas après ce qui est bien c'est qu'il décide d'y aller à fond quoi. Donc maintenant il sera habillé tout le temps en bleu. Ouais. Il a décidé que c'était c'est ça. Il embrasse le personnage. Et là en fait le vieillard dit à Cage, en fait, demain, t'as une course, donc bois pas cette bière, et il donne la bière au reporter qui la boit, et qui tombe dans les vapes, en fait, devant tout le monde. Parce que, la bière était empoisonnée, et personne s'en fout. Tout le monde s'en bat les couilles. Il y a un mec qui vient de tomber dans les vapes, le vieux gueule vraiment super fort, et nice try, people, bien tenté de nous avoir empoisonnés, mais personne s'en fout complètement. Et là, on passe au Bill et Ned qui s'enfuient du bar parce qu'il y a 3 autres gars qui courent après. Ouais, c'était le plan B en fait. Ouais. Le plan A c'était de l'empoisonner de la bière, et vu que ça marche pas, plan B c'est on va vous envoyer 3 mecs baraques pour vous tabasser. Bon, ils courent, ils finissent par semer les 3 gars justement, mais apparemment il y en avait un 4e qui les contourne et qui arrive à les rattraper. Et là on a Bill qui fait un geste héroïque en se faisant passer pour Alan, et comme ça c'est lui qui se fait casser le bras au lieu de Nick Cage pour pas qu'il puisse ramer le lendemain et participer à la course. Il décide de lui casser le bras. Bon, malheureusement, il a cassé le bras à la mauvaise personne. Donc, on va quand même avoir le droit à notre course le lendemain. Et d'ailleurs, justement, on coupe et on est en plein milieu de la course. On voit Nick Cage qui, pour l'instant, est second, puis il passe premier une fois de plus sans trop d'efforts. Même si vers la fin, ça devient un peu tendu entre lui et le second. On a l'impression que tous les autres ont disparu, là, parce qu'ils sont pas censés être juste 2 dans la course. J'ai pas compris comment ça marchait. Et on voit un truc moi qui m'a vraiment vraiment très très fait rire, c'est que on voit que l'autre n'a pas de siège qui bouge. Et il galère. Et à côté de ça, il y a Nick Cage avec son siège qui bouge, qui est tout tranquille, tout. Alors, pour le fun, j'ai fait des recherches parce que je me suis dit, ok. Alors qu'on l'avait expliqué dans l'intro, mais c'est pas grave. Non mais j'ai fait des recherches pour voir c'est quoi normalement la différence entre quelqu'un qui a un siège comme ça et quelqu'un qui en a pas. Et en général, de ce que j'ai pu comprendre, c'est que Ned Allan, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait à peu près 27 rames par minute versus une personne qui avait pas de siège qui en faisait à peu près 32 à 33.
Là, la différence, c'est pas la même. Là, il y a l'autre qui galère comme un porc, il en fait genre 40 en 3 secondes, et lui, il en fait 3, et en fait, il triche avec son siège, mais tellement, genre, ça il sert tellement à rien. C'est limite déprimant, quoi. Ah oui, bah, toute sa carrière est basée et c'est juste basé là-dessus. Hein. Bah, après, il faut aussi savoir que c'est très très difficile de se servir de ce genre de siège, donc il a quand même du mérite, mais dans le film, Ouais, alors la deuxième course, tout le monde le fait. Hein. ouais, mais ils savent pas s'en servir. Quand tu recherches un peu, tu te rends compte que ce mec, c'était la seule personne qui savait aussi se servir de ses jambes, et que tout le monde se servait de ses bras. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais pour le coup, c'est vraiment drôle, parce que dans le film, on a juste l'impression qu'il fait juste pas d'effort. Mais zéro effort. Et donc il gagne la course. Et Ouais, genre j'ai noté sur une musique très cool. ouais. En fait, je sais pas, moi, limite c'est le... Toi, tu parlais de la photographie de tout à l'heure, mais moi c'est les musiques m'ont fait plaisir. Alors il y en a certaines qui sont assez anachroniques, mais ouais, je trouvais que elles avaient une dimension épique qui avait bien rajouté justement de la tension et puis d'un côté impressionnant en course, alors que c'est pas forcément un truc à la base qu'on regarderait naturellement. Ça m'a fait penser justement à ce qu'a fait Fincher dans la fameuse scène dans le Social Network. Ouais, mais ok. Les musiques sont cool, mais je trouve qu'elles sont très très mal utilisées, dans le sens où ce qu'il y a à l'image correspond pas du tout parce que tu parles de Fincher et la course d'aviron de Fincher, t'es stressé du début à la fin parce qu'elle est montée de manière là il y a rien, genre. J'ai prévu d'en reparler après. En fait, les musiques sont complètement too much, c'est épique, alors qu'il y a des fois ce qui se passe à l'écran n'est pas du tout épique, mais par contre elles sont cool, je suis d'accord avec ça. Bah, par contre, limite voilà, je fermais les yeux et juste j'écoutais la musique et j'étais content, quoi. Mais effectivement, c'était un peu trop par rapport à ce qui se passait des fois. Et aussi pendant cette course, on s'est un peu entrecoupé de passages sur Knox, sur Christopher Plummer, qui semble pas être heureux de voir que Cage est en train de gagner, et on se rend compte finalement qu'il y a le gars qui a pété le bras à Bill à côté, donc on se rend compte que c'est lui qui a demandé à ce mec-là de lui péter le bras. Et donc il est pas super content. Et il fait une tête incroyable, genre. Ouh. Ouais, c'est ça, le gars, il genre, ah bah pardon, je me suis trompé de gars. Et donc voilà, finalement Cage finit sa course. On le voit à la fin, on a un gros plan sur lui où il est complètement épuisé, alors qu'on l'a vu 2 secondes avant pas faire d'effort, donc ça m'a énervé. Et tout d'abord, on coupe, il est de retour sur le même bateau à vapeur du début, et une fois de plus, il a l'air épuisé. On sait pas pourquoi. Ben en fait, ce qui l'épuise, c'est de ne pas ramer. Lui, il se fatigue quand il rame pas. C'est l'inverse des gens normaux. Probablement, ouais. Et il se retrouve au Canada. Il revient au Canada. Alors, il y a quelque chose qui m'énerve dans ce truc-là, c'est que normalement, si tu veux avoir dans le cinéma, là, si tu veux avoir 2 endroits différents où tu fais des allers-retours entre les deux, et que tu veux qu'il y ait une différence peut-être dans la pellicule ou dans la manière dont tu filmes ou quelque chose pour te donner l'impression que c'est différent. Mais là, il y a aucune différence. Pour moi, j'étais genre, mais il est juste dans un bateau, il est où? Je comprenais rien jusqu'à ce qu'on aperçoive finalement la police qui est là. Et on se rend compte, bah oui, ok, c'est les mêmes policiers qu'au début, donc il doit être au même endroit qu'au début, quoi. Mais sinon, il y a aucun sens. Et donc on voit Nick Cage qui est genre stressé parce qu'il voit la police, il a peur de se faire arrêter, mais en fait il se rend compte que la police est là pour faire pour gérer la foule, voilà, la gestion de foule, qui est en fait la foule qui est venue l'accueillir parce qu'il a gagné une course. Il a gagné une course à Philadelphia. Il a le droit à une fanfare, il revient en héros. Après il va recevoir la médaille d'honneur de la ville, enfin c'est... Et c'est ça, voilà. Il revient, sa copine lui saute dessus, il est heureux, le maire lui donne une médaille, blablabla. Et en fait, on se rend compte que Christopher Plummer est là aussi. Ce que j'ai, pareil, pas compris au début. Je comprenais vraiment pas qu'est-ce qu'il foutait là. Et il est là avec une demoiselle qui est à peu près de l'âge de Nick Cage aussi. On sait pas encore qui c'est, mais c'est clair que elle plaît à Nicolas Cage, alors qu'il vient de voir, genre, il y a 2 secondes plus tôt, il vient de faire un petit signe de tête à sa copine, il vient de la voir, et là il se retourne et il est genre, en mode vraiment beaucoup trop intéressé par la fille qui est à côté, il lui mime genre comme quoi il trouve que son chapeau est beau, blablabla.
Ah, ça va, il est juste amateur de chapeau. Ouais. Non, ça, il le joue bien, le gars qui est intéressé par des femmes, Cage. Et là, bon, voilà, on lui donne la médaille, puis là, il y a des potes qui viennent, des potes à lui qui viennent le porter pour le mettre sur une espèce de char, puis lui disent, venez à ma fête. Et là, il balance sa médaille à Bill, parce qu'il fait, ouais, c'est la médaille, elle est pour toi. Et il demande même pas à sa copine de venir à la fête, mais par contre, il demande à la fille qui est sur la scène de faire, hey, tu viens à ma fête tout à l'heure. Bon, voilà. Et là, d'ailleurs, il y a un petit échange entre Bill et la copine, elle est vraiment dégoûtée. Et finalement, il y a Knox, Christopher Plummer, qui vient parler à Bill en lui disant, écoute, j'ai une proposition pour toi. Donc viens chez moi, puis on va en parler. Et donc là, on coupe chez le gars, on est dans un, qu'on appelle ça, une étable avec des chevaux et tout ça. Christopher Plummer est en train de traîner un cheval. Et il y a Bill et Ned qui sont en train de lui parler. Et là, j'ai marqué, Christopher Plummer fait au moins un petit peu plus d'efforts pour donner l'impression qu'il vient du Canada. Mais un tout petit peu, hein, pas des masses. Et la proposition, c'est que Knox prenne Ned sous son aile, et en gros devienne son manager, ce à quoi Bill lui dit j'ai déjà un manager, et Knox fout un peu de sa gueule en mode ouais, comment est-ce que tu penses régler tes problèmes avec la police, comment est-ce que tu vas faire ça. Oui, on sent que Knox c'est quelqu'un qui a le bras long, donc déjà il a une belle baraque, tu sens que c'est quelqu'un qui a de l'argent, qui connaît du monde, voilà, en gros il lui fait comprendre qu'avec lui tous ses soucis avec la police seraient réglés, voilà, qui pourrait un petit peu lui faire tout ce dont il a besoin. Voilà, et soudainement, on a la fille de tantôt qui se ramène, et on apprend que cette fille s'appelle Margaret, et qu'elle est la nièce de Knox. D'accord, donc c'est la nièce de Knox et la fille de tantôt, comme tu... Donc c'est bon, on a l'arbre généalogique qui commence à apparaître. Margaret, ok, on va l'appeler Margaret, c'est plus simple. Margaret Sutherland. Et donc Nicolas Cage commence à parler un petit peu avec Margaret, il essaie de la draguer, mais elle le remballe un petit peu en lui disant des trucs comme genre je pensais que tu serais plus grand, parce que quand les gens disent que t'es un héros, j'imagine quelqu'un de plus grand. Il lui fait des vannes en mode ah ouais, j'ai l'air plus grand quand je suis tout nu, enfin voilà. Et il finit par lui dire écoute, tu verras, je vais te montrer un bon temps, viens, on ira se promener sur un bateau. Voilà, bon. Oui, parce qu'il sait faire que ça. Oui, en plus, c'est la seule chose qu'il sait faire de toute façon. Il fait les courses de bateau, il livre de l'alcool en bateau, puis quand il a un peu de temps, il emmène des filles en bateau. Je pense qu'il sait faire que ça et se plaindre que tout est cher. Parce qu'il le fait souvent. Et mais globalement, c'est vrai qu'il est défini par ça. Mais vraiment, là, c'est juste un mec qui aime faire du bateau, quoi. Et là, on coupe et on voit Bill et Nicolas Cage qui sont sur un chariot en train de partir. Et ils ont une petite discussion sur le fait que Bill trouve que Knox en a probablement rien à faire de Ned, et qu'il veut juste se servir de lui pour de l'argent. Et que ça serait une mauvaise idée finalement ouais. Il semble pas impossible, vu les quelques indices qu'on a eu sur le bonhomme. Oui, voilà, déjà de base. Enfin, je veux dire, le mec est prêt à péter ton bras pour pas que tu gagnes. Tu sais, genre, en général, il est pas très sympathique. Mais Ned est en mode, ouais, mais moi je m'en fous de lui, genre, est-ce que tu l'as vu, elle, elle me plaît, et blablabla. Bon, donc lui il est vraiment plus fixé sur Margaret qu'autre chose, et une fois de plus, on a une transition, et on voit Ned et Margaret sur une balade, qui font une petite balade romantique en bateau, mais malheureusement, Margaret est venue avec une chaperonne, une vieille femme, je pense sa tante. La scène est incroyable. Moi, je pense, au début, j'ai vraiment un doute, j'arrivais pas à savoir si cette scène était réelle. Au début, on a l'impression que c'est un rêve. Si c'était un rêve, ouais, ou si c'était quoi que ça, parce que c'est vraiment improbable, quoi. Ils sont tous les deux là, et puis t'as la vieille grand-mère qui est juste à côté, qui dort, limite elle ronfle pas. Ils discutent en même temps, enfin, je me suis dit, mais c'est pas possible, et je crois que ça se passe réellement. Oui, et le pire, c'est parce que la transition aussi veut que tu penses comme ça, parce que il est en train de parler à Bill, et il lui dit, je vais lui montrer un bon moment, et ça va se passer comme ça, et soudainement, genre, on passe au truc, alors qu'il est encore en train de parler, et du coup on a juste l'impression qu'il est en train d'imaginer son rendez-vous parfait finalement, et c'est pour ça au début je vois la vieille, je suis genre pourquoi est-ce qu'il imagine qu'il y a une vieille dans son rendez-vous? Je comprenais pas.
Et donc voilà, donc là il est frustré parce qu'il peut pas l'embrasser. Elle lui fait écoute moi je te donne la permission d'essayer de m'embrasser. Donc il essaye de l'embrasser, mais là elle fait genre est-ce que c'est pas un bel endroit, Tati, machin. La vieille se réveille, du coup il est frustré parce que finalement il a pas pu l'embrasser comme il fallait. Donc Margaret joue encore un peu avec lui, mais voilà. Et là on recoupe et il est chez Christopher Plummer où il joue au croquet. Ouais, il y a Knox qui a organisé une petite réception bien sympa. Donc il a un peu de monde chez lui. Il a dans son beau jardin. Ça joue. Ça fait passer des coupes de champagne. Il fait bon vivre. Là-bas. Ouais, ça a l'air. Hein. Et Nicolas Cage est pas très intéressé par ce que dit Knox, qui en fait lui explique que les problèmes qu'il a avec la police sont résolus. Et pourquoi il est pas très intéressé, c'est parce que il se rend compte que Margaret est en train de jouer au croquet avec un blondinet. Un certain Andrew Bothwell. Qui a l'air de draguer Margaret aussi. Donc Monsieur Cage est jaloux. Alors il est jaloux, il s'enfuit un peu, puis là il se met à boire. Et il se rend compte que des jeunes se foutent de sa gueule, dont le blond en question, parce que c'est un pouilleux et que c'est des bourgeois. Alors Cage se bat contre la bourgeoisie, et donc il frappe un peu sur le blond, et soudainement, Margaret qui passe par là, il l'attrape, puis il l'enlève entre guillemets pour aller l'emmener dans une pièce à l'intérieur, en fait, une des nombreuses pièces de la maison, on imagine. Et ce qui était tout à l'heure, on l'a vu sur le bateau, il y avait ce jeu et tout. Là, elle lui dit clairement qu'elle est pas intéressée, mais ça l'empêche pas de l'embrasser. Donc on a un petit moment MeToo là qui est qui est un peu récurrent dans les films qu'on a vu dernièrement. Là, on sent que c'était une époque pas lointaine, mais où ça demandait pas trop la vie, quoi. Mais là, c'est encore pire parce qu'elle lui exprime clairement juste avant qu'elle est pas intéressée. Voilà, il l'embrasse, elle le frappe. Heureusement, c'est vrai que genre là, t'as l'impression que la seule raison pour laquelle elle peut se permettre de le frapper, c'est parce que genre elle est de la haute société, là, parce que si ça avait pas été le cas, peut-être que ça aurait pas été la même chose. Ça aurait été plus dangereux pour elle. Bref, donc il l'embrasse, elle le frappe, et elle fait jeter Ned de sa maison par un servant plutôt. Un mec qui passait par là. Et voilà, et Ned il est vraiment pas heureux parce qu'il s'est fait jeter. Donc on coupe le lendemain, puis il est complètement drunk. Là il y a Bill qui lui fait qu'est-ce que tu fais, c'est un jour de course, réveille-toi, blablabla. Et là, on a une scène qui est absolument surréaliste, mais au complet. Parce que genre... ok, donc là, c'est la course, et on se rend compte que les gars contre qui ils sont censés... Ned est censé se battre, Là, on a une course contre trois autres personnes. Ouais, on se rend compte que les trois autres rameurs ont parié contre... ils ont parié contre eux-mêmes, donc sur la vanne. et donc il y a Ned qui est complètement bourré, qui arrive à rien faire et qui s'endort littéralement au milieu de la course. Et encore, je trouve qu'il s'en sort pas trop mal pour un mec. Au début il s'en sort bien. Franchement, moi j'aurais abandonné au bout de 1 mètre ou 2, je pense. Je suis même pas sûr que j'aurais réussi à monter sur le bateau parce que c'est pas facile. C'est vrai qu'il semble tenir la route sans même trop forcer un peu, mais finalement, l'autre un des gars se rend compte qu'il est devant, donc il fait exprès d'avoir mal. Au début, c'est trop bizarre parce que ils font une course et le mec, je sais pas, il se donne à fond. Et c'est quand il commence à leur dépasser de pas mal qu'il fait mais en fait, faut pas que je gagne. J'aurais peut-être y pensé avant, non ? Là, du coup, ça se voit grave alors qu'il suffisait juste d'aller doucement tout du long de la course et puis c'est bon. Donc là, il fait genre qu'il a mal au foie. À côté de ça, il y a le troisième gars qui fait exprès de tomber dans la flotte. Enfin, du coup, il y a plus personne qui rame. Donc ils sont obligés d'arrêter la course et d'emmener Ned sur un brancard parce qu'il est vraiment, vraiment trop déchiré. Et voilà, genre,
La course s'arrête là. Et Ouais, puis du coup, tout le monde pense que c'est Ned qui a triché entre guillemets pour gagner, alors que même pas. C'est juste les autres qui sont dit oh, jamais on va gagner contre lui. Alors du coup, on va parier sur lui. et un truc qui m'a vraiment fait rire, c'est qu'il y a Christopher Plummer qui vient dire à Bill bravo, t'as fait du bon travail, en mode ironie, mais avec l'ironie la plus mauvaise que j'ai entendue de ma vie. Là, il y avait Ah, il y a un petit doute vu le personnage. pendant un moment, j'étais genre, est-ce qu'il est vraiment en train de lui dire bravo, ou est-ce qu'il se fout de sa gueule? Je comprenais pas. Et c'était bizarre là. Bon, il se fout de sa gueule, mais voilà, c'est des méthodes qu'il va utiliser après, donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Mais au final, voilà, Nicolas Cage revient chez lui après une livraison d'alcool parce que maintenant il a besoin d'argent. Et il revient mais en mode vraiment super dégueulasse. À se demander, il fait quoi, genre? Il fait quoi avec ça? Non, mais je pense pas qu'il fasse que ça. J'ai l'impression qu'il travaille à la mine. Peut-être, Ouais, il se roule un petit peu il se roule dans la boue quand Non, mais dans le charbon plutôt. C'est vraiment, il est côté très charbon, ouais. Enfin bref. Et là, il se fait agresser par la police, mais violemment. Là, en fait, il a un tonneau avec de l'eau dedans et il s'en sert pour se nettoyer la bouche. Puis il y a un mec de la police qui vient et qui essaye de le noyer dans son tonneau, et puis finalement, il l'arrête et il le fout en prison. Donc il le fout en prison, et là il y a Bill qui vient le sortir de la prison, mais en gros il lui explique que pour le sortir de la prison, il faut qu'il signe un contrat avec Knox. Parce que c'est à cause de Knox qu'il est en prison finalement. Donc voilà. Donc il explique voilà qu'il a un talent, faut pas qu'il le gâche, et puis qu'il est prêt à lui juste prendre les $500 que Knox lui propose en échange, et à le laisser vivre juste pour qu'il puisse atteindre la réussite qu'il mérite, alors que Ned, lui, il est prêt à rester 1 an en prison, mais Bill lui explique qu'après 1 an, il pourra pas reprendre comme si de rien n'était. Donc il arrive à le convaincre au final d'accepter de l'offre de Knox et voilà, de continuer sa route sans lui. Voilà, et après on commence à avoir un peu tu sais, on va avoir une scène où Nicolas Cage chez Knox a essayé de signer un contrat auquel Margaret arrive en plein milieu du meeting entre Knox et Cage en lui disant ouais, t'es sûr que tu devrais pas faire lire ce contrat à un avocat, ce qu'il décide de faire, mais au final on dirait qu'il le fait pas. J'ai pas compris. Bon, Ned finit par remercier Margaret parce que voilà. Au final, c'est juste pour montrer que Margaret, au final, tient à lui, ou en tout cas, a pas envie de voir son oncle arnaquer une personne de plus. Voilà, elle fait même quand Ned vient la remercier de l'avoir aidé, elle fait une petite comparaison entre lui et un chien errant. Et voilà, donc lui il est toujours genre en mode ok. Par exemple, qui fait toujours plaisir. Ouais, toujours plaisir. Et là il y a un gars qui lui dit viens, on va t'entraîner, alors qu'il a toujours pas signé son contrat encore, hein. Ils font viens, on va t'entraîner. Et en gros son entraînement c'est quoi? C'est se faire insulter et faire de l'exercice. C'est tout. Alors et là on a le droit à un magnifique montage, de lui qui gagne des courses, de Margaret qui semble se réchauffer à l'idée de lui qui existe, de Plummer qui gagne de la thune. Et ça je trouve que c'est vraiment les meilleurs moments de ces montages, parce que tu vois juste gros plan sur Christopher Plummer qui est genre là avec du pognon et un cigare dans la bouche qui fait c'est tout là. De toute façon, tu peux pas avoir un biopic de sport sans montage. Ouais, voilà. Il fallait en mettre un, ils ont décidé de le mettre maintenant. Mais il est un peu tout pourri comme montage, genre, il est un peu tout pourri. C'est pas les questions photos, mais genre, le montage est un peu tout pourri, enfin bref. Et voilà, donc. Ouais, mais parce qu'ils se réservent pour le montage entraînement. Sûrement, ouais. Et donc, on le voit s'entraîner sur une espèce de machine rameur, mais des années 50, qui est beaucoup trop grosse, avec une poulie, et pendant que les gars pendant que t'as 3 vieux qui sont en train de manger et de le regarder. On a l'impression qu'il fait vraiment ça toute la journée, quoi, qu'il fait que ça. Et ils sont genre, on dirait une statue vivante. Ouais, alors il est bien affûté là, putain, Nicolas Cage. Il est cut comme pas possible, elle est musclée. Ah ouais. Oh là 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 là. Et une fois de plus, il est rejaloux parce qu'il revoit le blond avec Margaret sur des chevaux, et là le gars fait t'arrêtes pas de ramer, continue à ramer, et là on voit Nicolas Cage, il rame encore plus vite parce que genre il est énervé, voilà. Ouais, la puissance de l'amour.
Et puis c'est pareil, ça recoupe, on voit que Margaret découvre, on lui donne un cadeau et dedans il y a un chiot. Donc apparemment Nicolas Cage a acheté un chiot à Margaret et elle va donc lui parler pendant qu'il fait des abdos dans une grange. Et c'est donc l'image qu'il y a sur l'affiche où on le voit torse nu super musclé avec des haltères dans les mains et un bandeau et qui fait des abdos. Et ça m'a vraiment rendu triste parce que c'est toujours pas du karaté. Il est super cut, c'est fou. Et en gros, Il pourrait, oui. il commence à lui parler en lui disant ouais, moi je t'aime, blablabla. Et là, elle lui explique que c'est pas son cas, que genre c'est son oncle qui lui a demandé d'être gentil avec lui pour que tu sais, genre que ça. Bah, il sentait bien que lui plaisait. Il s'est dit, il a bien compris que si elle lui parlait gentiment, que ça allait le convaincre de le rejoindre. Voilà. Et on apprend au final quand même que Margaret semble quand même se réchauffer à l'idée de Nicolas Cage. Puis elle lui dit que en ce moment, oui, elle a aussi un petit peu des sentiments pour ce gars-là, mais malheureusement, elle est engagée au Grand Blond, au Grand Blond avec une chaussure con. Et donc il est triste, puis il s'en va finalement. Il s'en va là-dessus, puis là, hop, on coupe, il est à Boston. Cage est entouré par plein de journalistes. Puis là, on rencontre un gars qui va revenir un peu récurrent, qui a l'air d'être genre le champion en titre de je sais pas quoi. C'est le tenant du plus gros titre d'aviron. Et là, il y a l'homme à abattre. Nick Cage qui est genre super content, qui lui dit ah bonjour, que le meilleur gagne. Puis en gros, l'autre le trash parce que c'est un connard. Et il est autrichien, c'est ça? Je sais pas, quelque chose comme ça. Il me semble qu'il est autrichien. Et voilà. Et là, on voit Nicolas Cage qui est sur un bateau et en fait, il est chronométré par ses patrons commanditaires. Et en fait, ils se rendent compte que le gars est moins bon qu'avant-hier. Et ils se disent il y a l'air d'avoir quelque chose qui se passe mal. Et ouais, puis surtout ils connaissent le temps qu'a fait donc ce nouvel ennemi qui s'appelle Triquette et qu'il est à 25 minutes pardon, alors que Cage il a quelque chose comme 27, donc ils se disent c'est foutu quoi. Ouais, il va pas gagner. Et en plus ils sont un peu dans la merde parce qu'ils ont parié $25,000 sur le gars quoi. Donc ils arrivent pas à comprendre pourquoi est-ce que Cage est moins bon, mais ils savent qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Donc il décide de faire venir Bill et l'ancienne copine de Nicolas Cage, qui est en fait maintenant la femme de Bill. Je suis pas sûr. Enfin, en fait, c'est ce que je me suis dit au début, et en fait, elle est assez bizarre cette scène parce que il y a effectivement Dulcie et Bill qui se pointent, et après ils vont parler rapidement à Ned, et ils lui expliquent qu'ils sont mariés. Ned a l'air très très content pour eux, et après t'as l'entraîneur de Ned qui arrive et qui l'engueule, et je sais pas, on a l'impression que c'était pas prévu et que ils sont pas contents qu'ils soient là, donc ça m'a mis un doute pour savoir si Knox avait décidé de les faire venir pour le motiver ou si juste qu'ils étaient là et que... Non, ils l'ont pas fait venir pour le motiver. D'ailleurs, je pense pas qu'ils aient fait venir la fille. Ils ont juste fait venir Bill, parce qu'ensuite, quand tu dis voilà, il y a l'entraîneur qui gueule sur Cage s'en va, et puis là on voit Bill qui se retourne vers Plummer et qui fait un petit signe de tête. Et en fait, on se rend compte que ça coupe, on voit que Cage rejoint... comment elle s'appelle déjà son ex? J'ai oublié son nom. Dulcie, voilà, il rejoint Dulcie, puis il dit où est-ce qu'il est Bill? Et là il fait Bill il est pas là, il est quelque part. Et là on voit Bill qui s'introduit quelque part pour dévisser un siège d'un bateau. Et personnellement, moi au début je pensais que c'était celui de Ned, parce que je pensais qu'il y avait que lui qui avait un siège qui bougeait. Et ensuite, voilà, donc on revient à Ned et pourquoi je voulais l'appeler Dorcas? J'ai trop regardé Sabrina. Et la blonde. Et Dulcie. Dulcie, merci. Et Bill qui les rejoint. Et Bill qui les rejoint. Et ils s'en vont pour aller dans un bar. Puis là, ils croisent justement l'ennemi qui se fout de sa gueule. Et ils décident de se frapper dessus. Et là, Bill arrive et les sépare. Et en gros, leur dit ça sert à rien. Tu te bats pas, tu te battras demain, blablabla. De toute façon. Et en gros, il lui explique que il vient de saboter le bateau du gars. Parce qu'il pense que Cage est pas assez bon pour le gagner. Et Cage s'énerve, il est vraiment pas heureux par rapport à ça. Et là, on coupe le lendemain. Ouais, c'est quelqu'un qui a des valeurs, lui, il a envie de gagner à la loyale. À la loyale, quoi.
Voilà. Il a jamais demandé ça. Et... À la loyale, alors que depuis le début, il triche avec un bateau qui va plus il vite que les triche autres. pas. Il a juste été visionnaire. Je sais. Ça fait juste rire. Et enfin bref, voilà. Il revient le lendemain et il va parler avec le gars en question pour lui dire, bon bah voilà, que le meilleur gagne. Une fois de plus, l'autre lui dit, bah le meilleur il va gagner, puis il lui serre pas la main. Et en gros, Cage décide de montrer à tout le monde que le siège est pété en montrant que genre, bah il y a une vis qui était genre dévissée, blablabla. Et qu'ils doivent le réparer finalement. Voilà, pour qu'il n'ait pas d'excuses quand au moment où il va perdre, au moins ça sera à la loyale. Ce sera loyaux. Et là-dessus, on apprend, il y a un des gars à Christopher Plummer qui est là et qui va dire justement à Knox que ils vont réparer le bateau finalement. Ouais, du coup il se dit ah oui c'est vraiment la merde. Et il essaie de changer son pari. On pensait que on avait solutionné notre problème. Du coup maintenant ça va être à nouveau Trickett qui va gagner. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et ils décident d'aller faire la queue pour miser encore plus d'argent que ce qu'ils ont misé sur Ned, de miser $30,000 sur Trickett. Il se trouve que au moment où il arrive pour placer ses paris, ils annoncent que la course a commencé et que du coup tous les paris sont bloqués, ce qui est logique. Donc il a plus qu'à espérer que Ned gagne. Et on voit bateau, Ned et l'autre sont côte à côte, et l'autre arrête pas de l'insulter, il arrête pas de dire de la merde. Donc ce que fait Ned, c'est qu'il il lui rentre dedans et il le fait tomber à l'eau. Ce qui est une disgrâce, interdit, et à Évidemment. cause de ça, Ned se fait... Il y a un arbitre et tout, hein. Ouais. Il y a un arbitre qui est sur un petit bateau qui sort son carton rouge. Et ça c'est pas bien. C'est défaite automatique évidemment. Et il se retrouve devant un conseil de vieil homme qui lui disent écoute, t'as plus le droit de faire des courses aux États-Unis. Donc voilà, plus jamais pour la vie. À cause de ça, mais aussi du sabotage qui est absolument pas du tout de son fait, mais bon. Et il se retrouve il retourne au Canada, toujours dans le même bateau à vapeur depuis le début, à croire qu'ils ont qu'un seul bateau à vapeur qui va au Canada. Et en fait, il se rend compte que malgré le fait qu'il ait perdu, il y a quand même tout le monde, tout son village qui est là pour l'applaudir. C'est un petit moment qui aurait dû être sympathique, mais qui tombe un peu plat parce que c'est mal filmé. Franchement, c'est con, mais je trouve que... en fait, quand tu réfléchis après passer le moment où ça se passe, tu dis c'est complètement débile. C'est mal foutu, mais la scène en elle-même avec la musique et tout, je sais pas, je trouve que ça aurait pu bien marcher. C'est juste que c'est pas trop préparé quoi. Non, c'est en plus c'est ça, c'est mais genre... la scène en elle-même, il y a quand même une émotion qui s'en dégage quoi. En plus, t'as Cage qui va pouvoir profiter pour avoir un petit instant dans le film où il va un peu jouer quelque chose. Parce que le reste du film, il est d'une sobriété incroyable. C'est pas ce qu'on dirait, en fait, que genre... Il laisse pas assez le temps pour nous montrer que finalement que Cage a genre abandonné. Parce que je pense que c'est... que c'est ce truc-là qui est censé lui remonter le moral et lui dire ok non, je vais quand même continuer et réussir à faire mes choses. Mais du coup, on n'a pas le temps de... Vu qu'à chaque fois il y a une ellipse sur les transports en bateau, t'as toujours l'impression qu'en fait le transport dure 5 minutes. Ouais. Donc tu te dis comment ils ont pu déjà avoir l'info. Il y a tout ça qui fait que ça diminue l'impact de la scène, mais c'est dommage parce que encore une fois la musique marchait bien et ça aurait pu fonctionner, mais enfin il retrouve un second souffle et il décide d'aller voir le vieux qui avait construit le bateau pour boire un coup et lui dire que il veut s'entraîner pour aller au championnat du monde. Et oui. Et comme ça, il pourra regagner le prestige et retourner aux États-Unis. Le retour du maître canadien, du vieux maître canadien et du montage. Le montage entraînement sur une musique épique. Et pour la première fois du film, on a l'impression qu'il force vraiment. Donc là, j'étais genre, oh yeah, enfin. Et finalement, Cage décide d'aller voir Christopher Plummer, mais on veut pas le laisser rentrer parce qu'ils sont en train de préparer le mariage de Margaret. Mais il laisse quand même rentrer le vieux. Donc Cage attend dehors. Le vieux est dedans pour faire un deal avec Plummer pour permettre à Ned d'aller au championnat du monde.
En gros, ce qu'il est son deal, c'est tout simplement que si Ned perd le championnat du monde, il va lui donner le brevet de son siège, qui vaut beaucoup d'argent et qui en plus permet de gagner. Et que tout le monde utilise, a priori. Que de toute façon, tout le monde C'est assez utilise. bizarre, ouais. Il a son brevet comme ça, et en même temps, il vient de juste affronter Trickett, qui avait l'air d'avoir la même chose, surtout, et qui ressemble vraiment, mais c'est vraiment le même. Hein. Visuellement, c'est incroyable comme il est ressemblant. C'est très bizarre, cette... On dirait qu'ils ont utilisé le même prop, ouais, c'est le même bateau. Ouais. Enfin bref. Et donc là, on recoupe un peu à Ned qui court après Margaret qui vient de sortir et qui vient de monter dans une charrette avec son futur mari. Et il court après Margaret pour lui dire, épouse-le pas, quoi. Épouse pas ce gars, moi je t'aime, épouse pas ce gars. Et il se fait repousser par le gars violemment. Donc il tombe par terre, il roule dans la terre, il y a Margaret qui descend pour aller voir s'il va bien. En fait, il va bien, c'était juste un subterfuge pour qu'elle descende et qu'il fasse pousse pas l'autre con. Ce que je trouve vraiment très stupide parce que si jamais elle s'était pas arrêtée, il aurait juste perdu du temps. Il arrête pas de dire épouse pas l'autre con. Il se met torse nu, il balance sa chemise sur l'autre. Claude, ça se trouve, il est très gentil, quoi. Ah, on sait même pas, c'est ça. Il dit moi je t'aime, lui il t'aime pas, je sais pas. Enfin, d'où tu tires cette info, enfin. Juste parce qu'une fois, à un moment, il a dit que genre Nicolas Cage était probablement un pouilleux, quoi. Ça va, c'est pas. Tu peux pas juger son caractère juste là-dessus. Ah oui, après ça peut être un con, mais genre, en tout cas il y a rien qui indique que lui n'est pas amoureux de Margaret. En fait. Ah oui, ou qu'ils sont pas bien ensemble, y a rien qui a dit que ça. Enfin bref. Et en gros, on apprend que le vieux arrive et dit voilà, j'ai réussi à faire un deal, puis on est bon. Sans lui expliquer c'est quoi le deal finalement. Et là on coupe et il y a Margaret qui vient chez Ned en pleine nuit. Pendant que Ned dort, elle grimpe, elle se met à côté de lui et elle le réveille en mode il y a un truc louche. Il y a un truc louche parce que juste avant de partir, j'ai vu son oncle et un autre gars. Je sais pas si c'est Walter, enfin c'est le blond là. Enfin bref, et un autre gars. Non. Parler de comme quoi ils veulent faire quelque chose avec la course de Ned. Elle sait pas quoi, mais elle sait qu'il y a quelque chose qui se joue, donc elle veut prévenir Ned. Et la meuf. Et finalement, ils finissent par s'embrasser, petit moment romantique mal monté. Cage finit par coucher avec, mais c'est une scène vraiment étrange et elle est bizarre, elle fonctionne pas. Ça commence, c'est pas, ils s'embrassent, c'est un peu comme plus tôt, c'est Ned qui embrasse Margaret, il les habille, et après, là, on dirait on ressent que après qu'il les habille qu'elle a l'air à peu près consentante aussi. Ouais. Avant ça, il y avait rien qui indiquait. Elle est juste venue le prévenir qu'il y avait un truc louche. Elle lui redit que elle est venue que pour ça et rien d'autre. La seule chose qui indique que genre elle est ok avec ça, c'est qu'elle le frappe pas quoi. C'est vraiment c'est bizarre. Oui, qui suffit pas quoi. Ouais non c'est un peu bizarre. C'est très bizarre. Elles sont un peu gênantes ces scènes. Ouais et finalement elle se réveille dans le lit le lendemain et c'est en fait le seul moment où on a l'impression qu'ils ont un peu de chemistry entre les deux. Ouais c'est ça. Elle sourit, elle a l'air heureuse. Elle sourit, elle fait une petite blague en mode j'ai envie que tu me ravages une seconde fois. Ok. Et finalement, on entend qu'il y a Christopher Plummer qui vient voir Ned. Donc là, elle se cache toute nue derrière un poêle gigantesque juste à côté du lit de Nicolas Cage. Petit moment vaudeville. Voilà. Et là, il y a Plummer qui monte, qui a l'air tout heureux. Je sais pas pourquoi, avec son petit sourire en coin. Il est juste genre, hey Ned, je veux te parler. Et donc là, il monte, il vient lui parler. Et en gros, il lui explique que lui, il est tout à fait d'accord que Ned aille faire la course, mais il veut absolument que Ned perde. Voilà. Il lui propose les $10,000 dont on avait entendu parler plus tôt pour qu'il perde. Et comme Cage est un peu pressé parce qu'il y a quand même une femme nue derrière son poêle qui l'attend et qu'il n'a pas envie que Christopher Plummer sache que c'est sa nièce, il dit oui, je vais le faire, puis il le renvoie chez lui. Et soudainement ça coupe, et alors là j'ai rien compris.
Ça coupe, et là il y a un mariage, et en fait on se rend compte que c'est le mariage de Margaret et de Nicolas Cage. Voilà, le mariage qui devait avoir lieu, il a bien lieu, mais c'est pas avec les mêmes personnes que prévu. Et qui a l'air quand même vraiment bien organisé, avec tous les s'ils gens ont tout qui sont repris, là. s'ils ont tout repris ce qui était prévu, quoi. Ah, mais Qu'ils ont il y a juste même- remplacé Ned par Andrew par Ned, oui, c'est sûr que c'était bien organisé, c'est Ned qui a organisé. Mais ouais, mais il y a des invités et tout, genre. Sauf Christopher Plummer, qui lui apparemment n'a plus été invité, a décidé de pas être là. Mais en gros, voilà, elle se marie avec Cage. Ok, c'était vraiment weird. Et Ouais, Cage, c'est très bizarre. Et ce film, ils ont vraiment des problèmes avec les ellipses, je crois qu'ils savent pas faire. c'est parce que je suis désolé, mais ça marche pas comme ça là. Parce qu'en plus c'est probablement Christopher Plummer qui a payé pour le mariage. T'inquiète pas qu'il doit avoir son mot à dire sur c'est qui marie là. Ils expliquent après, en gros, que, si j'ai bien compris, que... Ah, Je veux pas... Mais alors absolument tout pas. parler de la fin, mais il y a quelques Pourtant petits j'y ai mots cru karaté, jusqu'au quand même. bout. Et il y a un vieux maître canadien. Et bon, écoute. Et là, on voit bien que Bill est de travers avec Christopher Plummer, parce que justement, il est là en train de parler avec Plummer, qui lui est en train de ventiler sur le fait que Cage lui a renvoyé ses $10,000 et qu'il aime pas ça. Bon. Et là, hop, une autre éclipse, on est en Grande-Bretagne, au championnat du monde dans la Thames, mais pareil, ça ressemble pas à la Grande-Bretagne, puis on n'a pas l'impression d'être ailleurs qu'au Canada. Non, bah c'est un petit cours d'eau Il n'y a pas de changement, il y a au milieu de l'air la d'avoir- forêt. C'est un championnat du monde, on dirait qu'il y a personne. On dirait qu'il y a personne. Ouais, il y a vraiment personne. Et voilà, bon bah voilà, il y a une petite discussion entre machin et Ned, entre le vieux et Ned, et là le vieux lui explique que voilà, moi ce que j'ai parié c'est le brevet de mon siège. Tu vois, c'est pour montrer à quel point je crois en toi et il faut que tu gagnes. Et en fait on se rend compte que c'était surtout pour ça que genre Christopher Plummer avait demandé à Ned de tomber dans la course, tu vois. Plus pour gagner le siège que pour gagner, genre il s'en fout. Après, on sent qu'ils expliquent quand même qu'il a des problèmes d'argent parce qu'en fait, le problème c'est que Trickett, il est tellement bon que en fait personne parie contre lui. Donc du coup, vu que lui il se fait de l'argent avec les paris, ça marche plus quoi. C'est là que tu le vois que au final c'est pas si bien d'avoir un mec qui gagne tout. Et vu qu'il gagne pas d'argent en remportant des courses, mais juste sur les paris, il faut quand même que que tout le monde, qu'il y ait des gens qui parient contre son poulain. Et donc on coupe et là on a Bill qui est en train d'attendre à côté du bateau de Nicolas Cage. Donc on sait très bien que il a saboté le bateau quoi. Je sais pas. Encore une fois, c'est tourné de manière assez bizarre. Le fait qu'il te montre pas qu'il est en train de le faire, qu'il te montre juste le moment où il se fait choper à côté du bateau. Ouais, t'as l'impression qu'il a pas eu le temps de le faire, mais... Non, pas forcément qu'il a pas eu le temps, mais tu sais, c'est typiquement le genre des trucs dans les films. Généralement, si on te le montre pas, c'est qu'on veut te faire croire qu'il l'a fait alors qu'il l'a pas fait parce qu'il avait une conscience. Et en fait, non, il l'a vraiment fait. Mais la façon dont c'est tourné, ça met un doute et c'est vraiment mal foutu, quoi. Enfin, et donc, voilà, bon, il y a une petite discussion entre Cage et Bill, en gros, qui lui dit, voilà, t'es plus mon ami, va-t'en. Et ils finissent, il prend son bateau. Alors j'adore comment ils prennent leur bateau, ils ont l'air vraiment cons, mais je trouve ça génial, tu sais, ils le mettent sur leur tête, puis ils se baladent avec leur bateau comme ça, je trouve ça vraiment drôle. Les mecs, c'est des stars, mais ils ont personne pour leur porter leur bateau, ils doivent le faire eux. Et donc là, en plus, c'est que genre, première course du championnat du monde, il est face à l'autre gars. Je comprends pas comment il marche, bref. Ils sont juste deux. Parce que ça avait été des éliminatoires encore, mais pas bref. Donc là, il se bat direct contre l'autre gars. Et donc, course en bateau. Et ça, c'est la course en bateau, j'ai le plus ri de ma vie parce que ça n'a aucun sens. Parce que genre, ok. Donc là, il y a Cage qui va, il force pas, comme d'hab, hein, il force pas. Et pourtant, il met la pine à l'autre, mais la pine, il y a au moins un bateau et demi de différence entre l'autre, là. Et il y va, alors que l'autre, il va à fond et que ça fait 3 fois qu'on nous montre que c'est un pur warrior, là. Ah, mais maintenant, Ned, il se bat pour les bonnes raisons. Et ça fait la différence. Ça fait plusieurs fois dans le film, il nous explique quand même, il est bon, il s'entraîne bien, mais il a un petit truc qui lui manque. C'est un shonen ton film là?
On a l'impression de voir, c'est One Piece quoi. Le mec d'un coup, il a décidé qu'il allait se battre pour ses amis et du coup, c'est bon, il est devenu super fort. C'est fascinant, donc là il lui met la pine, et bien sûr la seule raison à laquelle l'autre le rattrape, c'est parce que finalement Bill a saboté son bateau, et il a un problème avec une de ses rames. Donc il est obligé de s'arrêter, et d'essayer de réparer. Donc il s'arrête, il bidouille un peu sa rame pour la réparer, et il repart, et il lui remet la pine au gars. Mais une fois encore, c'est pas juste 3 cm d'écart, là. Il y a littéralement 1,5 m entre les deux, là. C'est énorme. C'est juste énorme. Et donc, il remet la pine à l'autre. Et là, je sais pas si l'autre est juste mauvais, j'en sais rien. Et finalement, le bateau de Bill, de Ned recasse, parce que, il l'a pas vraiment réparé. En fait, on a la rame droite qui se détache du cerceau qui la retenait, et du coup, il peut plus ramer efficacement. Et donc, il essaye de la réparer une fois de plus, il prend même son bandeau, ça marche pas. Et là, il y a Bill sur son bateau qui fait genre, mais abandonne! Puis là, il se rend compte que Ned, il va jamais abandonner, parce que Ned, il abandonne pas, parce que Ned, c'est un bon gars. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il saute dans l'eau, et il va lui donner un outil pour réparer le machin, qui répare encore en 2 secondes. Un tournevis. Ouais, je sais pas si c'est un tournevis. Non, c'est une clé. C'est une clé, là, ouais. Et là, donc Ned repart, et il remet la pine à l'autre. 3 fois d'affilée, là. 3 fois d'affilée. Il arrive à le rattraper. En fait, il lui met, il le démonte, il le rattrape hyper facilement. Mais par contre, là, une fois qu'il l'a rattrapé, maintenant, il peut plus le dépasser, quoi. Maintenant, ça va être le suspense jusqu'à la fin de la course. À 5 cm d'écart, 15 cm d'écart, t'es genre, ok, bon. Avec une musique des années 80, on a l'impression que c'est Giorgio Moroder qui l'a composé. Avec des claviers et tout. Enfin, c'est ok. Mais c'est ça, genre, ok. Et c'est là que tu te rends compte que s'il avait pas eu ce problème avec sa rame, là, man, il lui aurait mis genre 1,5 km de différence. Ça a pas de sens. Enfin bref, et il finit par gagner à 15 cm d'écart, et voilà. C'est un peu la même technique que dans Mario Kart. Quand t'es dernier, t'as plus de chances de choper des bons objets. Et après, pour pas frustrer les gens comme ça, t'as plus de chances de remonter, mais une fois que t'es remonté, c'est plus dur, donc forcément c'est ça qui se passe dans le film. Les méchants ont perdu, les gentils ont gagné, tout va bien. Et il est refait, on le voit refait, il a l'air de suer un petit peu, mais il a pas l'air plus fatigué que ça, et voilà. Il est à nouveau ami avec Bill et Dulcie. Voilà. Et le film se termine sur Bill qui fait un petit signe de tête à Plummer en mode c'était toi le meilleur, c'est toi qui as gagné, tout en sachant très bien que ça va pas bien se passer, là, soyons honnêtes, on le sait tous. On sait tous que Christopher Plummer est pas une personne sympathique. Cage et Bill se croisent, ils se parlent en mode merci Bill, alors que c'est lui qui l'a saboté, ouais. Ouais, voilà. Et puis ensuite, voilà, on voit Bill et sa femme qui s'en vont, il y a 2 gars qui se ramènent en mode on a un petit message de la part de Monsieur Knox. Là, on coupe, on voit la femme de Bill. Putain, j'arriverai jamais à me rappeler de son nom. Hein. Je suis vraiment désolé pour ça. Comme Dulciné. C'est ça, Dulcie. Qui vient et qui dit, oh mon dieu, qui vient parler à Ned Cage, qui dit, oh mon dieu, c'est Bill, il se fait frapper. Et donc là, Cage est en mode, oh boy, here we go again, une fois de plus, puis là, ils vont se battre. Et freeze frame sur Bill et Cage qui vont se battre. Ils vont faire du karaté, enfin. Mais il y a un freeze frame, putain. Ah, et voilà, et on a fini le film, et c'était The Boy in Blue. Et c'était quoi, Julien? C'était pas très crédible en fait, surtout. Alors ça se trouve, je connais pas la vie de Ned Hanlan, donc la vraie vie, mais ça ressemble vraiment beaucoup au biopic totalement romancé. Ah vraiment. Hein. Avec des scènes improbables juste pour faire des scènes impressionnantes. Voilà, toutes ces courses qui sont où les gens ils peuvent se rattraper en 5 secondes, mais il faut toujours que la victoire se fasse sur la ligne d'arrivée, comme les bombes dans James Bond qui s'arrêtent toujours à 1 seconde de la fin. C'est un peu le même délire, c'est ultra romancé à ce niveau-là. Il y a des ellipses super bizarres dans tous les sens. On a l'impression que la réalisation a voulu dire des choses, mais que ça n'a pas été suivi dans le scénario.
et vice versa. Le scénario veut dire des choses, mais la réalisation suit pas. Depuis le début de Citizen Cage, donc là ça fait 8 épisodes qu'on est, 7 épisodes 7 épisodes qu'on est dedans. 8 avec le 0, mais... Ouais, bon, 7 épisodes, on va dire, donc on a vu 7 films. On a vu des films qui étaient subpar, qui étaient moins bons, mais on n'a pas vu de mauvais films. Pour moi, lui, c'est un mauvais film. C'est genre, il y a rien qui marche, il y a tout qui est plat. La réalisation c'est à des moments, c'est très bizarre tu regardes le film, puis t'es juste genre, ok, on dirait que le film essaye de me dire quelque chose, mais ce que je vois, c'est pas du tout ça. Alors, il a pour lui de ne pas être ennuyant. Enfin, je me suis pas ennuyé jusqu'à la fin du film. Par contre, effectivement, ça en fait pas un bon film. Au moins, c'est pas un film chiant. Dans ce qu'il rate, il n'en devient pas chiant. Mais ouais, c'est vraiment... C'est pas le seul à avoir fait ça, mais il fait vraiment partie de cette catégorie de biopic où on a l'impression qu'il a été écrit par la personne dont il raconte la vie. Ouais. Le mec ça a l'air d'être le mec le plus gentil du monde. Les méchants sont très méchants. Il y a la petite dose d'injustice qui va bien, mais au final, c'est oublié très rapidement. Enfin, tout se résout de manière hyper simple. Puis il y a plein de trucs super intéressants qui auraient pu mériter d'être poussés, comme le fait que ça a l'air d'être un alcoolique et on n'en parle pas. Aucun moment. Ouais, même l'histoire du siège, en fait, qui révolutionne tout, ils en parlent pas du tout dans le film. Ils en parlent plus dans le synopsis. Il y a plus de détails dans le synopsis que dans le film. Non, mais c'est vrai, dans le synopsis que j'ai lu dans l'intro, il y a beaucoup plus d'infos que dans le film. Dans le film, c'est juste, il a trouvé un siège magique. Et puis voilà, quoi. Et la réalisation, le montage est confus. C'est super difficile de savoir où est-ce qu'on se trouve. À la limite, sincèrement là, tu sais parce que quand tu vas à Boston ou quand tu vas en Grande-Bretagne ou whatever, là, t'as un petit texte en bas de l'écran qui te dit Boston machin. Ils auraient dû refaire la même chose avec le Canada. Moi, j'ai mis du temps avant de comprendre que la maison de Christopher Plummer était pas aux États-Unis, puisque la première fois qu'on rencontre Christopher Plummer, c'est aux États-Unis. Je savais pas qu'il était canadien. J'ai pas bloqué là-dessus, mais oui, ça aurait pu. Mais plus que mal réalisé, je trouve qu'il est pas forcément mal réalisé, mais par contre, il est mal monté, quoi. Et je pense qu'il est aussi mal réalisé parce qu'il y a vraiment des trucs qui font pas de sens là. Toute cette chimie qu'on est censé voir entre Margaret et Cage, elle n'existe pas. Et c'est pas, je pense pas que ce soit un problème avec les acteurs, parce que les acteurs ont quand même l'air d'être capables de. Oui, j'ai trouvé par contre que les acteurs étaient bons, mais effectivement ça arrive comme la relation entre Margaret et Ned, c'est une horreur, quoi. Il se passe rien, elle passe son temps à le repousser, et puis après ça fait ça coupe et le plan d'après ils sont mariés. Et il y a plein de moments qui sont genre absurdes alors qu'ils devraient pas l'être. Genre le montage où Cage gagne plein de trucs et on voit Christopher Plummer avec son argent. Mais j'étais genre, je suis en train de regarder un épisode de Picsou, quoi. C'est legit ça. Le mec lui a dit, regarde Picsou, puis c'est ça ton personnage, en fait. Je sais pas si tu as fait gaffe, il y a des chances quand même. Il y a la scène justement avant qu'ils couchent, après qu'ils aient couché ensemble. Avec entre Ned et Margaret, et il y a une petite séquence où c'est en extérieur, c'est le matin, et il y a un mec qui marche dans l'herbe, il y a une musique et ça coupe, et d'un coup il y a plus de musique et ils sont tous les deux dans le lit, et du coup c'est un effet humoristique, mais t'as l'impression que il y a un gros blanc, quoi, après une petite musique, alors que la scène d'avant, au final, déjà elle savait rien, elle avait pas eu de fin. Il y a vraiment des trucs bizarres, quoi. Il y a des choix artistiques dans ce truc qui me semblent vraiment nuls, tu vois, genre. Et je suis la première personne à considérer que tu peux avoir un mauvais film qui est bon. Tu sais, tu peux avoir un mauvais film qui est tellement mauvais que genre ça te sent bien bon. C'est en général ce qui est pour moi ce qui rend un film bon, c'est l'âme que tu mets dans le film. C'est à quel point t'as essayé de mettre genre tout ce que t'as pu genre dedans et ça se ressent. Là, il y a rien là. C'est vide. Et je pense que genre, tu disais dans l'intro, toi, que en général, quand c'est des biopics, t'as tendance à être un peu plus laxiste entre guillemets parce que t'aimes ça. Moi, je déteste je déteste pas les biopics. Enfin, j'ai un peu du mal avec les biopics. Il y a de très bons biopics, mais la plupart du temps, ça m'intéresse moyen. Ce qui fait que genre, je pense que
je vois vraiment beaucoup tout ce qui est genre juste pas bon, quoi. Ouais, bah après, tu vois, pour moi, ça a pas suffi. Hein. Ouais. J'aime ça, mais il faut que ça soit un peu crédible. J'aime pas quand c'est romancé. Quand c'est romancé, ça va me... Ouais. Ah, moi, un bébé qui va me plaire, c'est un truc comme Walk the Line où justement, l'idée, c'est que tu vas travailler sur la psyché d'un être d'exception. Et tu vas essayer de comprendre pourquoi, comment. Là, au final, il est assez plat comme personnage. Puis il y a genre vraiment beaucoup trop de bateaux. On passe trop de temps sur le bateau. Le bateau est pas important. On s'en fout du bateau en fait. On s'en fout. Bah, sur les courses, pardon, pas sur le bateau, sur les courses. Genre, c'est pas le plus important du film. C'est un film qui fait quoi, 1h30, qui dure 1h30. Et je pense sincèrement que genre il y a au moins une demi-heure de bateau. On s'en fout. Ouais, je saurais même pas dire ce qu'il y a en trop, mais... Ce qu'on veut, c'est de voir le gars, quoi. Nicolas Cage, on dirait qu'il passe son temps à faire du bateau et à s'entraîner. Et c'est... et en parlant de Nicolas Cage, parce que ici on parle de Cage avant tout, j'ai pas trouvé sa performance exceptionnelle. Ben, moi, je l'ai pas trouvé mauvais. Je pense, par contre, ça doit être la performance la plus sobre qu'on ait eu de tous les films pour l'instant. Je vais même aller plus loin. Je pense que c'est sa performance la plus lazy qu'il ait faite. Je sais, une fois de plus, je sais pas si c'est lui qui a décidé ça ou si c'est le réalisateur qui lui a demandé, mais bon sang, il donne le strict minimum. Là, vraiment. Là, Ouais, je sais pas. Moi, j'ai trouvé que c'était tout à fait correct. Mais Ça m'a même plutôt bon. Mais par contre, effectivement, c'est très. Alors voilà, est-ce que la question c'est toujours la même. Est-ce que c'est cette sobriété là c'est un choix de sa part ou du réalisateur, mais j'ai pas trouvé déconnant. il y a tellement de choses que j'ai trouvé vraiment lazy. Déjà, le fait qu'il ait pas d'accent, qu'il ait pas cherché à en faire, alors qu'on sait à quel point il aime ça. On le sait qu'il aime faire des accents. Il a pas cherché à en faire. Le fait que genre, tu sais, on parle d'un gars que dans Birdie là, il s'est enlevé des dents pour tourner dans un film. Là, le gars, on le voit faire du bateau. Il est jamais fatigué. Il force jamais. On dirait qu'il est, enfin, je veux dire, on dirait qu'il s'est vraiment pas investi dans ce rôle-là. Malgré le fait que le réalisateur lui ait dit de peut-être de le jouer comme ça, on dirait qu'il s'est vraiment pas investi. Et moi, ça me peine parce que c'est pas pour ça que je viens voir Nicolas Cage, quoi. Moi, je préfère quand il s'investit trop et que c'est limite déplorable, là, et que t'es limite en train de te demander, bordel, qu'est-ce que je suis en train de regarder, plutôt que genre de le voir et d'être juste, blend, en fait. C'est pas une mauvaise performance dans le sens où je pense que Cage fera jamais une mauvaise performance. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que Nicolas Cage est quand même un acteur et qu'il sait jouer. Mais je pense que par rapport à qui est Nicolas Cage, ça c'est abyssal, quoi. C'est pas bon. Enfin... Mais au final, pour l'instant, on a plus vu cet aspect-là. Enfin, on n'a pas vu beaucoup de films où il se lâche. Mais je pense que ça va changer rapidement. Parce que c'est lié à des périodes, il y a quand même des périodes très spécifiques. Il peut plus se permettre forcément quand il s'est fait un nom que quand il débute. Et je vais reprendre l'exemple de Birdie, parce que Birdie aussi c'est quand même une performance nuancée, tu sais, oui. Sobre, où il part pas dans l'excès. Et pourtant dans Birdie, on a vraiment l'impression qu'il a essayé, de se mettre dans ce personnage qui est justement un gars qui revient de la guerre, ou même quand il est jeune, il est juste, il est propre, il est nuancé. C'était un vrai rôle dramatique quand même. Où là, clairement, il avait rien pour jouer avec, clairement. Enfin, je veux dire, Ned Hanlan est pas défini par rien, genre à part le fait qu'il fasse du bateau, mais je sais pas. Et qu'il est très envie de pêche au Margaret. Ouais. Et je veux dire, on sait aussi que Nicolas Cage adore donner des backstories à ce personnage. Il l'a fait dans comment t'appelles ça, dans Rusty James, où il a décidé que ça allait être un gars qui faisait de la finance. Donc je veux dire, pourquoi est-ce qu'il l'a pas fait là? Enfin, je vais être honnête, là, moi, cette performance-là, par rapport à ce que je connais de Nicolas Cage et à son spectre, je lui donne un 2 sur 10. Ah oui, moi j'aurais même mis 1. Ouais. Je pense pas qu'on aura un film où il sera encore plus neutre et sobre que celui-là. Et c'est ça qui est drôle, c'est que ça me fait rire parce que
quand tu regardes et quand tu réfléchis un peu à un système de notation, tu t'attends à ce que le neutre ce soit un 5, tu sais, ce serait le milieu, tu vois, et qu'à côté de ça, bah t'as le pas bon et puis t'as le bon. Mais en fait, non, pour Nicolas Cage, du neutre, c'est pourri, quoi. Enfin, je pense que tu vois, c'est vraiment le genre de film qui me donne envie, d'ici quelques temps, une fois qu'on aura vu plus de films, de faire un récapitulatif et de se dire, ok, bah maintenant qu'on a vu tous ces films, où est-ce qu'on replace ce genre de film? Parce que dans ma tête, pour moi, j'arrive pas à imaginer une performance moins intéressante que celle-là. Ouais, bah pour l'instant, sur ce qu'on a vu, je suis d'accord. Mais il faudra voir les prochains films. Bon, a priori, on sait déjà ce qu'on va faire forcément dans les prochains films, mais je pense pas qu'on va aller vers du plus sobre. Donc, Non. c'est possible qu'on ait déjà vu le sol, on va dire, de son spectre et qu'on puisse faire que du plus à partir de maintenant. Donc, on va voir ça. Et justement, bah, en parlant de prochains films, on va retourner sur du Francis Ford Coppola avec Peggy Sue Got Married, donc Peggy Sue s'est mariée en français. Et puis là, on va voir si Nicolas Cage aura un range d'émotions un peu plus profond. On l'espère, ouais. Ça sera sûrement le cas avec Coppola. Au moins, ça sera sûrement un film un peu plus qui prend un peu plus de risques. Là, c'est vrai que celui-là, c'est vraiment un film qui prenait pas de risques dans sa réalisation, dans son scénario, dans son jeu d'acteur. Donc au moins avec Coppola, souvent il prend plus de risques, donc on a plus de chances de voir des trucs un peu plus farfelus. Donc ça devrait au moins être beau, ouais. Ça devrait au moins être beau. Voilà, donc on va regarder Peggy Sue Got Married et puis on vous retrouve pour le prochain épisode. Pour nous suivre, vous pouvez nous suivre sur Twitter sur @CitizenCagePod. Donc on poste les épisodes, mais on poste aussi des photos, un peu de tout entre deux épisodes. Pareil sur Facebook et sur Instagram. Je vous laisse utiliser la barre de recherche pour nous retrouver. De toute façon, c'est facile. Si vous tapez Citizen Cage dans les deux, vous trouverez facilement. Pour écouter, vous pouvez écouter dans n'importe quelle application de podcast avec le flux RSS, mais aussi nous chercher sur iTunes, sur Spotify. On poste aussi sur YouTube pour ceux qui préfèrent. Voilà. Donc, de toute façon, logiquement, s'il y a un endroit qui est préférentiel pour vous, vous nous cherchez, vous nous trouverez. Donc, on vous laisse vous abonner en masse et puis on vous dit à la prochaine. Merci à tous.